Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous continuons ce cycle de conférences par deux conférences qui sont animées par le Carnot Plan2Pro, qui est un consortium de laboratoires publics et techniques qui vise à favoriser la transition agroécologique des productions végétales. Nous allons animer donc deux tables rondes, dont la première qui est sur la biodiversité fonctionnelle. Au cours de cette discussion, nous aurons le privilège d'entendre trois intervenants d'univers différents qui pourront apporter leurs connaissances approfondies et les dynamiques qu'ils ont lancées dans leur institut et dans leur entreprise au niveau de cette mission, nous permettant ainsi de mieux comprendre ce concept au service de l'agriculture. Permettez-moi de vous présenter nos intervenants. Donc, nous avons Nicolas Ciruti, qui travaille pour l'Institut technique Terre Innovia et qui a une coloration, une spécialité sur, je crois, les organismes volants. Violents parfois aussi, oui. Voilà. À ma gauche, nous avons Philippe Vincent, qui est directeur des filières cahier des charges chez Soufflet Agriculture. Et juste à côté, nous avons Xavier Mémin, expert d'Arvalis et ingénieur d'études sur la biodiversité. Au cours de cette table ronde, nos intervenants aborderont plusieurs questions clés et points clés sur la biodiversité fonctionnelle. Et nous nous interrogerons ensemble quels sont les mythes et les réalités. Peut-être, monsieur Xavier Mémin, pourriez-vous peut-être nous expliquer exactement qu'est-ce qu'on entend par biodiversité fonctionnelle? Peut-être quelques éléments de définition. Alors, quelques éléments de définition. Bon, d'abord, le terme biodiversité, donc c'est un terme neutre qui signifie simplement diversité du vivant, donc tous les organismes vivants. Et donc, en milieu agricole, on peut schématiquement mettre d'un côté la biodiversité qui est planifiée, c'est-à-dire qui est choisie par l'agriculteur, qui fait partie de son métier, choisir l'ensemble des espèces végétales, animales qui font partie de son exploitation. Et puis toute une biodiversité associée, c'est-à-dire qui est associée de près ou de loin à ces pratiques. Et dans cette biodiversité associée, on peut mettre schématiquement les méchants d'un côté, donc les bioagresseurs, et puis les gentils de l'autre, qu'on appelle biodiversité fonctionnelle, auxiliaire de culture, biodiversité utile, tout ça c'est globalement synonyme. Et l'intérêt, c'est qu'ils fournissent des services à l'agriculture de trois grands types: pollinisation, régulation des ravageurs et un grand paquet services sur l'activité biologique des sols. Donc tout ça, on met ça sous le terme de biodiversité fonctionnelle. Et justement, Nicolas Ciuretti, de quel organisme parle-t-on exactement lorsqu'on parle de la biodiversité fonctionnelle, même si Xavier en a déjà parlé un petit peu? Alors, en fait, on a différentes catégories d'organismes. On a des insectes, par exemple, qui vivent dans le sol, donc à la surface du sol, parfois aussi au niveau des plantes. Donc, par exemple, les carabes, staphylins, araignées, qui sont des prédateurs un petit peu généralistes qui vont attaquer leurs proies, donc des insectes ravageurs, des œufs, des larves, un peu au fur et à mesure de leur développement, enfin de leur activité, de manière un peu erratique. On peut avoir aussi des organismes volants, notamment des prédateurs de pucerons, cirphes, chrysopes, névroptères, donc qui sont des insectes dont les larves sont aphidiphages et dont les adultes vont consommer aussi nectar et pollen, donc qui ont besoin aussi de ressources pollen et nectar dans l'environnement des parcelles pour pouvoir faire leur travail correctement. Et nous, c'est vrai, côté Terra Innovia, en fait, on s'intéresse beaucoup aux hyménoptères parasitoïdes. Je pense que Xavier parlera plus des ravageurs du sol de son côté, mais c'est vrai que nous, on s'intéresse plus aux parasitoïdes parce qu'on a une quinzaine d'espèces environ sur le colza qui vont réguler des ravageurs qui nous posent vraiment problème à l'heure actuelle, que sont des ravageurs d'automne, charançon du bourgeon terminal, altise, au printemps, charançon de la tige, méligette, etc. aussi, et qui sont régulés par une ou plusieurs espèces de parasitoïdes. Donc on a développé aussi des compétences à Terra Innovia pour les identifier avec des techniques moléculaires et puis pour aussi identifier ce qu'on appelait service. Et on a un service qui s'appelle, on a parlé de la régulation biologique des ravageurs. Sur les coléoptères, on observe ce qu'on appelle des taux de parasitisme, c'est-à-dire qui traduisent en fait l'efficacité des régulations
de ces ravageurs par les parasitoïdes. Du coup, Xavier Mémin, peut-être là on n'a pas fait un focus sur les organismes volants. Au niveau de la faune du sol, est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions? Oui, alors en fait là on a pas mal évoqué le service de régulation des ravageurs. Donc il ne faut pas oublier toute la partie activité biologique des sols, donc inclut tout un tas de micro-organismes qui ne sont pas forcément encore très bien connus. Il y a de nouveaux outils qui sont développés, notamment par Auréa, qui permettent maintenant d'aller un peu plus loin sur la caractérisation de l'activité biologique des sols, notamment des activités microbiennes, donc bactéries, champignons, et puis des organismes de taille un petit peu plus importante qui sont dans la suite de la chaîne trophique, donc des protistes, des nématodes, des colamboles, des acariens, et puis ensuite tout un groupe qu'on appelle les ingénieurs écosystémiques, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui refaçonnent le sol, donc ce sont les vers de terre, ce sont les fourmis, qui créent des macroporosités, des microporosités, et tout ça contribue à tout un tas de services associés à des sols en bon état. Et pour ce qui concerne la régulation, mais Nicolas en a déjà un peu parlé, on a en plus des bêtes qui volent, donc des parasitos, des cirques, des coccinelles, etc. Tout un tas de bêtes qui font une partie de leur cycle dans le sol. Et donc ce sont les carabes, les staphylins, les araignées, les opilions, qui sont des bêtes plus généralistes, plus opportunistes, qui mangent un petit peu tout ce qui passe à leur portée, un petit peu, mais qui sont présents toute l'année. Donc c'est vraiment ça leur avantage, c'est qu'ils sont présents tôt quand les ravageurs arrivent et qui sont capables de contrôler même des faibles populations parfois de ravageurs. D'accord, je vois. Donc si on peut résumer, enfin donc on voit que cette biodiversité fonctionnelle rend des services écosystèmes à la parcelle, c'est bien ça? On a oublié, on peut peut-être parler un peu plus de pollinisation si on peut l'aborder, en profiter. Je pense que tout le monde connaît les abeilles. En fait, quand on parle d'abeilles, souvent on pense à abeilles domestiques. En fait, ça c'est une espèce parmi les 1000 espèces qu'on a, 970 espèces qu'on a d'abeilles en France. Et donc là, c'est vraiment le service pour les plantes qu'on dit dépendantes aux pollinisateurs, de transfert du pollen des éléments mâles vers les éléments femelles et qui contribuent à la production de graines pour beaucoup de cultures qui en dépendent. Alors, comme évoqué lors de l'introduction, vous deux, vous travaillez au niveau de vos instituts techniques sur des projets, enfin vous avez une coloration sur cette biodiversité et vous travaillez sur des projets qui vont la favoriser. Est-ce que justement vous pourriez expliquer un petit peu concrètement sur quoi vous travaillez? Quels sont les grands projets que vous avez menés? Nicolas Cerruti. Donc, par rapport à cette thématique-là, en fait, on a un projet un peu phare à Terra Innovia dont on s'occupe qui s'appelle R2D2. Qui est un projet en fait qu'on conduit sur les plateaux de Bourgogne, qui vise à l'accompagnement de 10 agriculteurs qui exploitent sur un territoire de 1300 hectares environ. Et en fait, on a démarré à travailler avec ces agriculteurs parce qu'ils avaient des problèmes pour gérer les ravageurs d'automne de colza dont je parlais tout à l'heure. Ravageurs d'automne qui avaient développé des résistances aux pyrétrénoïdes. Et donc des agriculteurs un petit peu démunis qui sont venus nous voir en disant on n'arrive plus à s'en sortir avec ces insectes-là. Ce qui nous a amené en fait à réfléchir, à repenser, à reconcevoir un petit peu la réflexion de gestion de ces ravageurs-là, tout en baissant en fait les applications d'insecticides qui de toute façon étaient plus efficaces. Donc des agriculteurs qui étaient un peu en situation d'impasse. Et donc dans le cadre de ce projet-là, les agriculteurs sont vraiment au cœur de la démarche. Ce qui est travaillé comme levier, c'est en fait c'est des combinaisons déjà de leviers, mais on peut les regrouper en 3 axes principaux. Un des premiers axes, c'est ce qu'on appelle développer la robustesse des cultures. C'est essayer de faire en sorte qu'elles soient plus résilientes par rapport aux attaques des insectes, qu'elles soient moins impactées par les dégâts. Donc ça passe par des leviers agronomiques, ça passe par exemple de l'association du colza avec de la févrole. Ça passe aussi par des réflexions sur les dates de semis, voilà, sur des aspects de nutrition du sol également. Et puis donc on a un deuxième axe qui est donc de favoriser les régulations biologiques. C'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Pour ça, en fait, on a des modifications de pratiques agricoles. Donc je vous l'ai dit, on essaie de diminuer les insecticides. Donc ça, c'est favorable aussi parce qu'on va moins impacter cette faune qui est quand même sensible au traitement. On diminue également le travail du sol parce que donc par rapport à l'entrée ravageur du colza, les auxiliaires font une phase
de leur cycle de développement dans le sol, et on essaye de moins les perturber au possible, les parasitoïdes dont je parlais tout à l'heure. Et puis en fait on a un dernier axe de travail dont on parle aussi aujourd'hui sur les culturales, qui est d'essayer de créer un environnement qui est défavorable aux ravageurs et sans utiliser de produits. Donc là on est sur des techniques d'interculture piège. On essaye d'attirer les altises notamment en dehors des parcelles des colzas, et puis de détruire ces intercultures pour faire en sorte du coup de diminuer les pressions. Et en fait c'est innovant parce c'est pas du curatif, on observe une pression et on traite. Là on est vraiment sur de l'anticipation, on est sur une réflexion collective à l'échelle du territoire. Très bien, je vous remercie. Xavier, est-ce que vous pourriez nous parler du projet Arena ? Ah oui. Bah, je vais très rapidement, juste avant, présenter rapidement la feuille de route qu'on a. Et en fait, Arena rentre bien là-dedans. C'était en fait notre premier axe, c'est essayer de mieux quantifier les services fournis par la biodiversité fonctionnelle. Donc notamment le service de régulation. Le service de régulation ressort très souvent en première préoccupation sur la biodiversité fonctionnelle pour nos professionnels. Et puis le deuxième axe consiste à évaluer l'effet des pratiques agricoles, donc notamment travail du sol, type de traitement, biocontrôle versus conventionnel, sur cette biodiversité. Et donc dans le premier axe qui est prioritaire, on avait le projet Arena, donc qui a duré 3 ans, 2017-2020, dans l'objectif de quantifier le service de régulation des pucerons sur céréales et des limaces. Et donc, pour ce faire, alors on a utilisé des méthodes de piégeage et de collecte d'auxiliaires de culture un peu classiques. Pour ceux qui connaissent dans le public, des cuvettes jaunes, du filet fauchoir, des pièges barbeurs, des tentes malaises. Voilà, toute une méthode de suivi des auxiliaires de culture. Et pour observer les régulations, on a mis en place 2 méthodes assez innovantes, qui pour l'instant sont souvent au stade de prototype, mais assez prometteuses. La première consiste à regarder par des méthodes de PCR, un peu comme on faisait avec le Covid, regarder ce qu'ont consommé les prédateurs. Donc on parlait des carabes, des araignées, des staphylins. En fait, les récupérer vivants au champ, les congeler et regarder par PCR s'ils ont de l'ADN de pucerons, de limaces, de vers de terre, de colamboles. Et donc là, typiquement, on avait établi une sorte de régime alimentaire classique des carabes, notamment de Poecilus cupreus, qui est le carabe dominant en Europe et en France en particulier. Et on avait vu qu'ils consommaient aussi pas mal de choses, pas mal de vers de terre et de colamboles. C'est pas très surprenant, c'est un généraliste opportuniste, donc effectivement j'ai un peu de tout. Mais il mange aussi pas mal de ravageurs, donc pucerons, limaces, et d'autant plus que les populations de pucerons sont importantes, Et puis, à la suite de ça, j'enchaîne juste, on avait un projet dans les mêmes thématiques sur l'utilisation de couverts fleuris pour favoriser des auxiliaires plutôt floricoles, du coup des cierves, des parasitoïdes notamment, pour voir si ça améliorait le contrôle des pucerons des parcelles de céréales adjacentes. Et donc là, le résultat était un peu plus mitigé. On favorisait des auxiliaires, mais on avait un contrôle des pucerons pas franchement amélioré. Donc simplement pour illustrer que les auxiliaires de culture fournissent un service de fond qui est très important, très intéressant, mais que parfois on a du mal à le favoriser, même si on met des pratiques favorables en face. D'accord, je vois. Monsieur Philippe Vincent, au niveau de Souffle Agriculture, je crois que vous avez des projets qui visent à favoriser la biodiversité. Et est-ce que vous pourriez nous en parler et peut-être nous expliquer aussi quels sont les indicateurs que vous avez pu mettre en place ? Oui, donc je vais vous parler de ce que l'on a aujourd'hui en termes de biodiversité. Donc je ne vais pas forcément parler de diversité fonctionnelle comme vous avez pu en parler de façon assez détaillée, mais voir un petit peu comment est-ce que les pratiques des agriculteurs ou la diversifier, planifier peut venir un petit peu au service de la diversité fonctionnelle. Donc en fait, déjà pour dire que les agriculteurs que l'on accompagne tous les jours sont les premiers concernés par la biodiversité. On parlait des pollinisateurs tout à l'heure.
mais également on pourrait parler des oiseaux qui viennent attaquer différents ravageurs. Et les agriculteurs ont également une action sur cette biodiversité via leurs pratiques agricoles, qui doivent à la fois assurer rendement, qualité, rentabilité économique et préservation, voire développement de la biodiversité. Donc ils sont vraiment au centre de l'action. Donc nous, au niveau de Soufflet Agriculture, on est, je dirais, un acteur économique, on n'est pas un acteur de la recherche ou on n'est pas un acteur de la réglementation. Donc on va chercher à accompagner les agriculteurs et à les inciter à mettre en place des pratiques culturales qui vont permettre de favoriser la biodiversité. Donc en particulier dans les cahiers des charges que l'on développe au niveau des filières. Donc ce sont des cahiers des charges qui ont été mis en place initialement pour assurer de la qualité, de la traçabilité, des bonnes pratiques agricoles. On voit apparaître maintenant des items, je dirais, permettant de favoriser la biodiversité. Donc dans les cahiers des charges, on peut par exemple introduire un certain nombre de cultures minimales sur l'exploitation, donc pour favoriser la diversité des cultures et donc je dirais des possibilités d'hébergement des différents types d'insectes. La culture de bandes fleuries dans certains cahiers des charges également. Et puis, nous, on est assez convaincus que le développement de couverts végétaux assez élaborés, donc qui sont des couverts un peu différents de couverts réglementaires, donc apprendre aux agriculteurs à cultiver de vrais couverts, donc des couverts sur lesquels on va avoir 3, 4, 5 espèces qui permettront d'apporter une certaine diversité cultivée, de travailler à la structure et à la vie du sol, voire d'attirer des ravageurs. Permettront également je dirais de capter de l'eau, de capter de l'azote et puis au final sur un autre aspect qui n'est pas la biodiversité mais qui est annexe aussi, va permettre de produire de la biomasse et de stocker du carbone. Donc on pense effectivement qu'on a un travail important via les cahiers des charges à faire sur le développement de la biodiversité cultivée et en particulier le développement de couverts d'interculture je dirais diversifiés qui permettront de renforcer cette biodiversité planifiée et au service de la biodiversité fonctionnelle. Je crois que nous avons une question du public. Exactement. On parle donc de biodiversité fonctionnelle et c'est des organismes vivants qui subissent finalement des aléas climatiques et qui subissent des ennoiements de parcelles l'hiver, qui peuvent subir des sécheresses de printemps. Et donc comment on peut diagnostiquer une parcelle dans sa fonction de couverture par la biodiversité fonctionnelle, soit en quantité, qui peut être variable d'une année sur l'autre, que dans sa diversité, donc sa qualité. Quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir appréhender cet outil? Allez, j'enchaîne, je verrai éventuellement 3 points de réponse. Alors le premier, sur lequel on est pas mal challengé et pour l'instant on est un peu sec à vrai dire, c'est le calcul d'indicateurs de biodiversité à partir des éléments du système de culture, du paysage de l'agriculteur. D'avoir des outils dans lesquels en fait un agriculteur puisse rentrer l'intégralité de son système de culture, est-ce qu'il a des milieux semi-naturels à proximité justement, et être capable de calculer à partir d'une biblio scientifique qui commence vraiment à être riche, le potentiel de biodive sans aller même mesurer des choses sur sa parcelle, savoir qu'il puisse se positionner lui et se dire bon bah oui j'ai des pratiques qui sont plutôt favorables ou plutôt pas. Après il y a des méthodes de suivi dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, assez classiques, qui restent un peu une affaire de spécialistes encore, mais qui peuvent être disséminés. Donc c'est des pièges barbeurs, des cuvettes jaunes. C'est peu coûteux, c'est assez léger en suivi et ça peut être identifié ensuite par des spécialistes dont c'est le métier. Et puis la troisième chose, mais ça c'est plutôt à horizon 5, 10, peut-être 15 ans, c'est des méthodes comme des caméras ou des capteurs qu'on pourrait mettre dans les champs et qui pourraient enregistrer un peu en continu, comme on fait pour les chauves-souris, par exemple, avec leurs ultrasons. On sait à peu près ce qui passe autour d'une parcelle en chauve-souris si on utilise cette méthode. Mais pour des insectes du sol ou volants, il y a plein de projets en ce moment sur la question. On est un peu loin de l'application vraiment chez les agriculteurs, mais c'est assez prometteur pour avoir des suivis un peu continus de biodive et savoir un peu ce qui se passe sur les parcelles quand on n'y est pas et quand on ne regarde pas, quoi. Et si je peux rajouter, après c'est vrai qu'il y a aussi, si on veut vraiment savoir ce qui se passe, des diagnostics plus poussés entomologiques, là qui utilisent des pièges passifs, par exemple comme les tentes malaises, etc., qui vont permettre de capter toute une faune volante, etc., et qui va donner vraiment une coloration, c'est-à-dire on va vraiment
comprendre ce qui se passe, connaître tous les taxons présents. Et là, c'est vrai que c'est plus coûteux, plus long. Il y a des déterminations, donc c'est des spécialistes qui le font. Mais par contre, vu que la biodiversité, elle est très dépendante aussi de l'environnement paysager, on va pouvoir aller plus loin, là, si on veut faire des vrais diagnostics poussés, quoi. Mais c'est un autre travail. Mais justement, quels sont les... on en a parlé lorsqu'en fait on a préparé notre table ronde. On a évoqué effectivement ces diagnostics, mais quel type de diagnostic existe-t-il au niveau pour évaluer justement cette biodiversité? Est-ce qu'on peut tout évaluer et peut-être est-ce qu'il y a des quelle est la ou sinon justement quelles sont les simplifications que nous devons qui sont nécessaires à réaliser? Nicolas. Mais dans les diagnostics, comme je dis, par exemple, on peut choisir d'étudier la faune volante. Dans ce cas-là, on va avoir des dispositifs particuliers. On va poser des dispositifs à des endroits particuliers du paysage qui prennent en compte la position des haies, des forêts, etc., des parcelles agricoles, et qui vont être amenés à capter de manière passive pendant toute une période tous les insectes volants qui vont se concentrer dans des flacons qu'on va prélever, qu'on va conserver, qu'on va identifier, que les spécialistes aussi vont aller... Parce que c'est long hein, comme travail à déterminer certaines espèces, des espèces qui sont très peu connues, des parasitoïdes, on ne les reconnaît pas comme ça juste à la loupe, il faut aller investiguer des critères précis. Et donc après, c'est vrai que ça nous donne des indications sur la qualité en gros d'un milieu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de milieux boisés, est-ce qu'il y a plutôt... est-ce que c'est des espèces de milieux ouverts, leur fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont, quels services ils peuvent rendre, et ça nous donne une idée précise, par exemple, de comment fonctionne l'environnement et des organismes aussi qui peuvent être régulés par ces organismes utiles. Après, pour la faune du sol, il y a d'autres types de dispositifs. Tu en as parlé, des dispositifs passifs aussi, des pots barbeurs, etc. Et c'est un peu le même travail, quoi. Donc on peut choisir de cibler ce qu'on veut observer en fonction des besoins et des problématiques qu'on a aussi pour l'agriculteur. Ouais. Je dirais même qu'il faut, parce que le risque sur la biodiversité, c'est de se noyer dans la diversité, justement. C'est-à-dire, si on ne définit pas un peu précisément la question qu'on a derrière, les suivis qu'on veut mettre en place, on peut vite se retrouver avec des tableaux Excel de 10 000 lignes dont on ne sait finalement pas trop quoi faire en analyse, quoi. Donc c'est vrai que d'abord se poser la question de quel service m'intéresse le plus et quel type de bête je veux suivre, c'est vraiment important. Comment vous, peut-être vous accompagnez les agriculteurs et comment vous travaillez avec les instituts techniques agricoles sur ces thématiques-là, justement pour sélectionner peut-être les, entre guillemets, des indicateurs qui sont les plus pertinents pour les agriculteurs? Je dirais par rapport à ces problématiques biodiversité, on débute un petit peu, je dirais, les instituts, les centres de recherche travaillent ces problématiques et je dirais qui sont parfois un petit peu éloignés des problématiques des agriculteurs ou des problématiques que l'on peut retrouver chez nous. Je dirais ce que l'on essaie de faire là depuis un peu plus d'un an déjà, c'est d'essayer déjà de qualifier un petit peu le niveau de biodiversité qui est présente chez nos agriculteurs en filière, hein. C'est-à-dire avoir une photographie assez précise du nombre de cultures qu'ils ont chez eux, donc de la diversité des cultures, de l'aspect couverture des sols, des aspects SIE, des surfaces qui sont non cultivées et qui sont favorables à la biodiversité. Donc pour essayer d'avoir déjà dans un premier temps un premier diagnostic et avoir une première photographie et ensuite en fonction de cette photographie pouvoir mettre en place des plans d'amélioration, quoi. Donc c'est un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Donc on est en train de démarrer ces travaux sur les aspects biodiversité pour essayer de quantifier. Alors on n'en est pas encore à quantifier les insectes du sol par exemple ou ce genre de choses. On reste à un niveau un petit peu macro pour déjà avoir une vision beaucoup plus précise des agriculteurs avec qui on travaille, pour lesquels on travaille bien souvent sur une culture, sur une filière, d'avoir une vision beaucoup plus globale et de voir un petit peu leur niveau de biodiversité pour ensuite pouvoir faire un lien entre éventuellement leur nombre de cultures, la couverture du sol et des problématiques qu'ils peuvent avoir ou aller plus loin ensuite dans la mesure de la biodiversité du sol, dans le décomptage et ce genre de choses, quoi. Justement, est-ce qu'il y a des filières qui sont peut-être plus dynamiques ou plus à l'écoute sur ces... Alors sur les filières que l'on travaille, on a certaines filières qui, comme je le disais tout à l'heure, qui vont imposer une certaine part de surface qui n'est pas cultivée avec la mise en place de jachères fleuries par exemple pour favoriser le développement des insectes et des pollinisateurs. Donc ça, on a
je dirais c'est globalement ce que l'on va retrouver dans les cahiers des charges, avec un certain nombre de parcelles sur lesquelles seront réalisés des diagnostics de biodiversité, là par des comptages, hein, via des associations type l'association Noé par exemple, qui va venir faire des comptages pour mesurer finalement l'impact d'un cahier des charges et de bandes fleuries sur la biodiversité que l'on peut trouver à l'intérieur de la parcelle ou dans les sols. Et peut-être. Moi, je me permets juste de rebondir, parce que vous avez dit que les instituts étaient éloignés des problématiques des agriculteurs. Non, c'est... Ou j'ai mal compris? Non, Non, en fait, on est rentré sur ces thématiques-là justement par rapport à des problématiques de terrain. Donc, justement, problématiques d'impasse technique. Donc, c'est ça aussi qui nous a fait rentrer dans les territoires sur ces thématiques. Et aussi pour anticiper les régulations, essayer d'intégrer au mieux ces organismes-là aussi dans notre pilotage de nos interventions. Alors, non, pas de souci. Hein. Non. Je vois effectivement, en fait, on va dire que cette biodiversité offre de beaux potentiels, mais je sens quand même qu'il y a des verrous encore sur lesquels il faut travailler. Peut-être est-ce que vous pourriez nous les préciser, Xavier Mémin? Sur les verrous, peut-être les difficultés qu'il faut. Ouais, les difficultés, mais c'est vrai que quand on essaye d'accompagner les agriculteurs dans ce changement, dans cette prise en compte, moi, ce qui m'a frappé un peu au départ, quand j'ai accompagné ce type de projet, c'est parfois la difficulté à vaincre certaines résistances qu'on voit chez l'agriculteur. Je pensais au début que d'apporter des éléments techniques, ça suffisait, et je me suis rendu compte en fait que les agriculteurs n'ont pas toujours besoin de technique. Parfois, ils ont aussi besoin qu'on les accompagne dans le fait de franchir un cap, et ça passe aussi par d'autres éléments, et c'est vrai que c'est pas que de la technique. Donc là, on s'est aperçu qu'il nous manquait certaines compétences, que ce soit des compétences en sociologie aussi, comprendre les mécanismes, les freins au changement, comment lever ces verrous-là, et puis aussi il y a des aspects plus psychologiques. Des fois, je m'aperçois de comment on amène à mettre quelqu'un en mouvement quand il est bloqué aussi dans des peurs ou dans des choses qui se raccroche à des systèmes qu'il connaît. Et donc là, il y a vraiment aussi dans cette transition une nécessité de se jeter aussi un peu dans le vide. Et c'est pour ça qu'aussi, alors surtout, je reviens de quelques jours là d'un voyage en Suisse où les Suisses, eux, ils ont eu un accompagnement aussi financier, ce qui a fait qu'ils ont fait ça beaucoup plus dans la facilité. Et nous, on a encore peut-être besoin de ce type d'accompagnement-là. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément. Donc ça génère aussi des peurs et c'est normal. Et donc il faut pouvoir aller au-delà, les accompagner au-delà. Après, finalement, en verrou, et ça rejoint un peu le thème global de notre débat, c'est... En fait, on peut difficilement vendre la biodiversité fonctionnelle en disant que ça va être un levier un peu magique qui va être aussi efficace que ce qu'on a l'habitude d'utiliser en désherbage, soit en binant, soit avec des herbicides, et puis contre les insectes par traitement. Ça reste des leviers à efficacité très partielle. On parlait des couverts fleuris tout à l'heure pour favoriser des auxiliaires qui vont lutter contre les ravageurs. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas trop. Souvent ça marche, mais au bout de 20 mètres à l'intérieur du champ, ça marche un peu moins. Donc il y a aussi, par rapport à la question mythe ou réalité, si on s'attend à un levier magique hyper efficace, là pour le coup, effectivement c'est un mythe, quoi. Pour le coup, la biodiversité fonctionnelle, elle fait un service très significatif. Elle nous rend beaucoup de services, pour certains, qu'on a du mal à quantifier et qu'on sous-estime globalement. Mais voilà, on peut les améliorer quand même si c'est complémentaire, même si c'est partiel, pardon. Ça peut être intéressant combiné à d'autres pratiques. Mais ça fait partie d'un cap aussi, d'un état d'esprit à bien avoir en tête. Je rejoins totalement. Cet aspect est très important, je pense, parce qu'on attend trop. Et si on laisse entendre aux agriculteurs que c'est magique et qu'on va substituer la chimie par ce type d'organisme, on est dans le faux. Donc on est dans le mythe là, typiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution pour un problème, c'est un levier partiel qu'il faut combiner à d'autres leviers. Et peut-être ce que vous disiez justement, peut-être pour l'accompagnement des agriculteurs, il faudrait peut-être construire des collaborations amont-aval, public-privé. Et alors c'est un peu l'objectif quand même du Carnot, qui est favoriser les collaborations entre les acteurs de la recherche publique et les acteurs de la recherche privée. Justement, quelles seraient peut-être les collaborations à construire? Philippe, est-ce que Philippe Vincent, vous voulez bien?
Je vais rebondir un peu sur ce qui était dit. L'un des problèmes que l'on a aussi, je pense, c'est d'arriver à passer à grande échelle sur ces problématiques. C'est-à-dire que je dirais qu'on le fasse, ou comme vous l'avez fait avec un petit groupe d'agriculteurs, c'est très très bien, avec déjà les difficultés de convaincre. Si je prends le cas des producteurs en filière, il y a 1200 agriculteurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour entraîner 1200 agriculteurs, les sensibiliser à ça, quoi. Donc je pense que, et pour y arriver, il faut arriver à mesurer un niveau de biodiversité chez eux et arriver à leur expliquer, et expliquer les services pour essayer de le promouvoir. Donc ça passe par des indicateurs peut-être ou des méthodes plus simples, ce qui n'est pas facile. Mais si on veut passer à l'échelle, c'est clair qu'il faut qu'on arrive à passer par des indicateurs qui sont peut-être un petit peu moins pointus, mais qui permettront d'emmener beaucoup plus d'agriculteurs et puis de les sensibiliser. Donc moi je pense qu'un travail sur des indicateurs pertinents, robustes, qu'on arrive à déployer de façon importante, c'est un point qui pour nous est très important, quoi. Parce que venir avec une association qui va compter sur 4 ou 5 parcelles d'agriculteurs en filière, c'est très très bien. Ça va peut-être sensibiliser ces 4 ou 5 agriculteurs, mais on n'arrive pas à emmener tous les agriculteurs. Et donc nous le travail sur des indicateurs de mesure de la biodiversité qui soient déployables de façon importante, pour nous c'est une piste de travail très importante. Bah oui, je rejoins complètement, et sur les indicateurs de biodiversité, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je ne veux pas laisser entendre non plus qu'il n'y a rien sur ces thématiques. Il y a des instituts qui se sont frottés à la question déjà un petit peu. Donc il y a Solagro qui a proposé un outil, l'IDEL qui a des vieux biotex sur l'évaluation de la biodiversité dans les exploitations. Donc en fait, ça fourmille quand même. Pour certains, depuis 5-10 ans, ils se creusent les méninges. Nous aussi, on essaye. Mais en fait, on va forcément simplifier un peu le message en mettant tout dans des indicateurs, en mettant dans 5-10 indicateurs. Vous avez vu la diversité des bêtes dont on a parlé tout à l'heure, forcément c'est simplificateur. Mais on va être obligé de le faire quand même pour que globalement les agriculteurs puissent se positionner et évaluer l'efficacité de leur système de culture. Et donc là, c'est une possibilité de massifier des outils d'évaluation des systèmes de culture qui évaluent déjà très bien les aspects économiques, un peu les aspects sociaux, les aspects environnementaux. On a vu que les thématiques changement climatique et stockage de carbone sont un peu passées, ont un peu servi de pilote, ils sont passés devant nous. Et nous, sur la biodiv, il faut qu'on suive aussi et qu'on propose des choses là-dessus. Sauf que c'est plus difficile à appréhender quand même. Le changement climatique, c'est compliqué à appréhender. La biodiversité, c'est quand même encore plus compliqué à appréhender. Et puis, peut-être pas hésiter quand même à insister sur la valeur de ces services, quoi. Juste peut-être un petit chiffre. Alors, il n'y a pas... C'est une des études, il y en a pas mal de ce genre-là, mais le service de régulation de fond qui est assuré par la faune du sol, on a parlé des carapes, des araignées, tout ça, c'est quand même de l'ordre de 30% de ravageurs supprimés, notamment de ravageurs des choux. C'est pas rien. Alors une situation sans carapes, sans araignées, ça n'existe pas, sauf de manière expérimentale. Mais il faut quand même avoir en tête qu'ils font un sacré boulot dont on ne se rend pas forcément compte, mais s'ils n'étaient pas là, ce serait pire. Alors c'est pas forcément très encourageant de se dire ça, mais enfin quand même, c'est vraiment important. Alors collectivement, nous travaillons tous sur des activités plutôt de sourcing au niveau des productions végétales. Si aujourd'hui, demain, un acteur plutôt de l'aval venait et dit voilà, on voudrait lancer un produit avec une valorisation vraiment affichée sur favoriser la biodiversité fonctionnelle, qu'est-ce que vous leur diriez à ces acteurs? Je vais redire un petit peu ce que j'ai dit sur effectivement on a l'habitude au travers des cahiers des charges que l'on met en place de répondre aux besoins des industriels de l'aval et du consommateur. Donc si on a un industriel qui vient nous voir avec des demandes sur la biodiversité, je vais me retrouver face aux problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est ok, on est d'accord, mais ce que l'on met en place, c'est à mettre en place sur 500 ou 1000 agriculteurs. Donc qu'est-ce que l'on fait, quoi? On est tout à fait d'accord, mais quels sont les indicateurs qu'on va mettre en place? Quels sont les niveaux d'exigence éventuellement de biodiversité? Et puis en fonction de ça, tout ça, ça va avoir un coût aussi. Quelle est la rémunération associée pour ce travail, quoi.
Mais le coût et la prime, c'est une chose, mais aujourd'hui, c'est plus la problématique de diffusion d'une méthode de caractérisation de la biodiversité en masse, quoi. Moi, je dirais quand même que si c'est des demandes qui viennent justement de l'aval et donc sur des niveaux de démultiplication vraiment importants, avec notre organisation en tout cas actuelle, on va difficilement pouvoir utiliser des données vraiment mesurées en plein champ. Si c'est sur 1200 parcelles, enfin non, 1200 agriculteurs, 1200 exploitations et donc fois X parcelles, on ne va pas pouvoir mesurer tout partout et donc on va falloir qu'on en passe par des indicateurs prédictifs qui ont été validés le plus possible scientifiquement pour refléter des véritables niveaux de biodiversité et des services fournis. Donc on y travaille, on est dessus. Ça prend du temps parce que justement il faut faire un peu des crash tests et aller sur des exploitations tests, faire ses premiers calculs d'indicateurs, voir si justement les professionnels de l'aval, les agriculteurs, les techniciens s'approprient ces métriques-là, leur parlent, est-ce que ça répond à des variations dans les pratiques et dans les paysages. Et puis si c'est le cas, essayer de le massifier et d'embarquer. On a de la chance quand même d'avoir pas mal d'outils de saisie des pratiques agricoles. Il y a Mes Parcelles chez les chambres, il y a SMAG, il y a Sister pour nous à Arvalis, enfin il y en a pas mal qui font des évaluations multicritères, qui sont pas mal écoutées par les conseillers. Et donc c'est des outils de démultiplication qu'on va pouvoir utiliser, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Et il y a aussi, je pense, des difficultés. Enfin, tu l'as bien souligné sur le phénomène qui est complexe. Par exemple, on a des phénomènes, on sait que la diversité globalement est favorable à la biodiversité, la diversité, toutes les formes de diversité. Mais par contre, quand on essaye de simplifier à l'extrême, étant donné que c'est contexte dépendant, parfois on peut aller à des simplifications qui sont trop fortes et qui masquent beaucoup de choses. Si on dit par exemple, il faut beaucoup d'espèces dans une haie de végétaux, pour définir la qualité d'un habitat, il faut faire attention aussi aux espèces qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir des problématiques liées à ça. Il y a une notion qualitative aussi. Et ce qu'on mesure à un endroit ne sera pas forcément, on n'aura pas la même réponse à un autre endroit, étant donné que c'est contexte dépendant, que c'est dépendant du paysage. Donc c'est ça qui fait la difficulté aussi, de pouvoir diffuser à partir d'indicateurs très simples, de trouver des pratiques favorables. D'accord, je vois. Si je comprends bien, c'est vraiment, en fait, pour utiliser ces indicateurs, il faut vraiment les recontextualiser pour apporter des réponses qui restent territoriales. Je pense que c'est important. D'accord. Alors peut-être une question. Une question du public. Est-ce que des modèles sont déjà travaillés pour évaluer cette biodiversité fonctionnelle et est-ce qu'on peut avoir des notions entre des systèmes qui seraient agriculture biologique, agriculture à conservation des sols, TCS, agriculture sur labour, enfin. Est-ce que déjà on a des points zéro et des diversités qui sont déjà à des niveaux très différents ou finalement le système il est construit avec son environnement et peu importe finalement la technique ou du système. Ah si, ouais, le système de culture a un effet assez important. Hein. C'est vrai qu'on en trouve en tout cas des paquets de publis scientifiques comparant agriculture conventionnelle. Bon, qu'est-ce qu'on met dedans à voir, mais ça dépend des études. Agriculture de conservation et agriculture bio. Effectivement, l'agriculture de conservation et l'agriculture bio ressortent souvent au-dessus en termes de biodiversité fonctionnelle, en particulier biodiversité du sol, qui est souvent maximale en agriculture de conservation. Après, il y a une étude qui m'a beaucoup marqué là, de 2021 d'un super labo allemand qui faisait une synthèse justement de ça, de l'effet du système de culture sur la biodive, et dont le titre est grosso modo au-delà de l'agriculture bio, comment faire pour favoriser la biodive et l'agriculture. Et il disait que l'agriculture bio est souvent plus favorable en termes de biodiversité que la conventionnelle. En revanche, si on ramène à la surface équivalente nécessaire pour produire la même quantité de nourriture, en fait, on a un compromis qui fait que le bénéfice pour la biodive fait qu'il faut aussi augmenter les surfaces cultivées. Et que donc, il fallait trouver quelque chose un peu d'intermédiaire avec des paysages diversifiés, des pratiques, par exemple, de conservation, qui peuvent être un compromis un peu plus optimal peut-être pour la biodiversité fonctionnelle. Voilà.
Et tout ça peut être modélisable, donc c'est la question. Alors, en tout cas, ils ont essayé, ils l'ont modélisé pour l'analyser, donc il y a tout un tas de références là-dessus. Par contre, maintenant, pour faire plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire du prédictif, eux, ils ont essayé d'expliquer leurs résultats par le système. Si on veut reprendre dans le sens inverse, c'est-à-dire prendre le système et prédire la biodive, c'est justement les indicateurs qui sont simplificateurs mais sur lesquels on travaille. Et je redis, Solagro a commencé à défricher la question, l'IDEL aussi, et on va essayer de continuer aussi en institut technique. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que le service, par exemple, de régulation biologique, il est dépendant de beaucoup de facteurs et d'interactions aussi entre de multiples organismes. Et c'est ça qui rend aussi la modélisation difficile, c'est qu'il y a à la fois les interactions des individus entre eux, avec le milieu, avec le climat aussi, et avec les pratiques, les systèmes de culture. Donc c'est difficile et c'est aussi, je l'ai dit, c'est un peu dangereux, je pense. Mais après, on va être obligé d'avancer dans ce sens-là. Mais voilà, il y a des risques aussi de dire n'importe quoi, en fait. Alors, je vois que le temps file. Est-ce que Philippe Vincent, peut-être vous auriez un dernier mot peut-être pour conclure? Non, je... rebondir sur ce que viennent de dire les deux autres intervenants. Non, mais je pense qu'effectivement, le passage à l'échelle, comme vous le disiez, il est complexe, quoi. Ça va être très compliqué de mener des études de biodiversité fonctionnelle sur un nombre très grand d'agriculteurs. Donc ça nécessitera forcément de passer par de la modélisation, donc un recueil d'informations qui puisse caractériser des systèmes d'exploitation et à partir de ces indicateurs, pouvoir en extraire un niveau de biodiversité, quoi. Donc on est tout à fait preneur de ce genre d'idées, oui, bien sûr. Bon, écoutez, peut-être un dernier mot. Oui. Donc on parle de modélisation, on reste très mathématique, tout ça. Il y a aussi des choses de bon sens. Ces insectes, ils ont besoin de choses dont on connaît l'impact de certaines pratiques, on connaît aussi leurs besoins. Il y a aussi des choses qui découlent naturellement de ça. On connaît quand même l'impact des pratiques sur ces organismes. Donc sans avoir à modéliser complètement et à tout comprendre, on peut aussi mettre en place des choses et commencer à le faire dès maintenant. Parce que ça prend du temps. Et donc si on ne commence pas maintenant, dans 10-15 ans, ce sera compliqué. Donc je vois. Au final, travailler sur la biodiversité fonctionnelle, ce sont des initiatives qui sont intéressantes. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga des solutions possibles. Il faut le combiner avec d'autres éléments, comme effectivement travailler ensemble pour favoriser ces sujets. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos interventions et je vous remercie à vous pour votre écoute. On peut les applaudir.